Donc on va rentrer, c'était très général ce matin, vraiment juste les idées générales. Là, on va commencer à rentrer dans les applications plus concrètes. Ça va prendre à peu près 1h30. Et puis en second lieu, on va regarder avec Alexandre vraiment du concret avec une application en recensement phonique. Donc, comment mettre en application ces méthodes-là. Là, ce que je vais vous présenter, c'est vraiment comprendre les architectures de base. Je vais commencer par regarder ce qu'on faisait en Vision, parce que ça donne certains outils qui sont réutilisés. En fait, il y a des concepts qui viennent de la vision par ordinateur. Comment s'utiliser en observation de la Terre. On va regarder seulement les architectures à 2 étages. Je vais expliquer plus tard. Il y a énormément d'architectures en détection d'objets. Il y en a une qui est très utilisée et qui est ensuite modifiée dans beaucoup de papiers. Donc on va passer un peu de temps sur une technique en particulier. Puis ensuite, je vais exposer une librairie qui s'appelle Detection, qu'on va utiliser demain, en fait, qui rassemble pas mal l'état de l'art en détection d'objets, les métriques principales, et quelques outils de notation, mais vraiment très général. Donc, la détection d'objets en vision par ordinateur. Donc, avant le deep learning. Donc, je rappelle, on se situe ici. On peut à la fois la localisation et la classification d'objets. On ne va pas regarder les masques, c'est des architectures qui sont une variante finalement de ce qui est fait ici. Donc, la détection d'objets aussi, c'est utilisé pas seulement trouver des chats et des chiens, mais c'est utilisé en comptage de flux en particulier. D'ailleurs, on fera allusion demain, si on a le temps, je pense, à comment ça peut être utilisé en recensement de la faune. Donc là, en comptage de foule, c'est une application en sécurité vidéo. Ce qu'on cherche à compter, c'est le nombre de personnes dans un niveau. Ici, on a une caméra surveillance. En fait, on compte les têtes des personnes. Les petites sont les points de détection, et ça nous dit voilà, 900 personnes. Donc c'est vraiment la détection d'objets, mais il y a une classe. Quand c'est vraiment très dense, on utilise aussi des cartes de densité. Surtout pour avoir un estimé en champ lointain. Mais c'est de la détection d'objets, avec des architectures un petit peu différentes. Alors, les approches classiques en vision, ça reprend ce qu'on a exposé un petit peu ce matin. On avait beaucoup de techniques qu'on appelle le pattern recognition dans les années 50-80. On utilisait beaucoup de descripteurs locaux, Harris, SIFT, qui était très populaire dans les années 2000. Et on avait aussi une technique qui était très en vogue pour la détection d'usage, en particulier, on appelait ça Light Jones. On mettait avec des petits descripteurs, encore une fois, comme j'ai montré ce matin, calculer les descripteurs. Les descripteurs sont définis a priori. Ici, on utilisait les descripteurs de A, qui sont des petits blocs différentiels, et ça nous permet de calculer des features, des cartes de features, etc. Et ensuite, on classifiait si on a un visage ou pas. Tout était fait à la main. HOG aussi, qui était très populaire. Donc, il y a toute une littérature, comment identifier les objets, quel descripteur on peut utiliser. Ça a duré jusqu'aux années, je dirais, 2010. Puis ça s'est arrêté assez brutalement. C'est quoi un objet? En fait, en vision par ordinateur, ils se sont posé la question, il y a le concept objectness. Alors, en français, j'ai aucune idée comment traduire ça. La nature d'un objet. C'est quoi un objet? Comment on peut l'identifier? Donc un objet, c'est quelque chose qui a des frontières closes dans l'espace. Donc on peut définir un contour. On a une apparence qui est différente à l'intérieur et de l'extérieur de l'objet. Et ça ressort, ce qu'on appelle la science. C'est-à-dire qu'on voit que c'est différent du background. Par exemple, ici, si on a une photo blanche, on voit
qu'on a un contour, qu'on a des couleurs différentes. Donc, en vision par ordinateur, ils se sont posé la question, est-ce qu'on peut caractériser la nature d'un objet sans se poser la question c'est quoi l'objet, mais juste de dire est-ce qu'on a un objet ou pas. Il y a pas mal de travaux là-dessus. Et on mesure l'objectness avec la science à petite échelle, le contraste, la densité des contours. Il y a des approches superpixels qui ont été ajoutées. Je vais fermer la fenêtre. Superpixels, on regroupe les pixels individuels pour former des régions homogènes de couleurs. Ça permet de calculer la science visuelle. Donc, il y a beaucoup de travaux, en particulier pour détecter les objets à partir de ces métriques. Donc, on est capable, à partir d'une mesure de objectness, de dire où est-ce qu'on aurait des candidats d'objets. Et en particulier, il y a une méthode qui a été proposée en 2013, donc c'est avant le learning, qu'on appelle selective searching, selective search for object recognition. L'idée, c'est qu'on construisait une carte de futures, donc basée sur la science, sur les couleurs, sur les contours, former des hypothèses de tous les objets qu'on pouvait se trouver. On avait une vérité terrain, et ensuite on entraînait un classificateur, donc ici SCM, pour décider lesquelles des boîtes, finalement, sont des boîtes qui font l'objet. Ça, c'est précurseur. On va voir plus tard que c'est réutilisé, ce concept. C'est précurseur aux architectures de deep learning pour la sélection d'objets. On obtenait une sélection des boîtes. Ça fonctionnait quand même relativement bien. C'est sûr qu'on faut s'alarmer potentiellement, mais c'est purement basé sur des techniques de vision. Oui. Si, par exemple, je suis en train de faire une annotation et j'ai deux classes et une classe est la composante c'est-à-dire que je prends l'exemple de la détection de bâtiments. Ouais. On a des environnements où c'est l'ensemble de 3 bâtiments d'une classe qui composent une autre classe. Par exemple, le bâti dans les pays sous-développés, où on a 2, 3 maisons qui forment ensemble une concession. Et je veux... Donc, il y a une hiérarchie des classes. Oui, mais il se fait que les 3 maisons mises ensemble forment une autre classe que je vais appeler par exemple concession. Oui. Comment je peux définir la notion d'objet dans ce cas? Mais je veux les 2 classes. Je veux une classe maison et une classe concession. Le mieux, ce serait de partir de détecter bâtiments individuels en premier. Tu obtiens déjà des objets de plus haut niveau, si tu veux. Tu as déjà identifié les zones d'intérêt. Et ensuite, tu regarderais une agrégation de ces objets-là qui constituerait ton objet 2. Là, ce serait un deuxième classificateur à ce moment. Oui. Si, par exemple, je veux créer un dataset, au moment où je fais la notation, dans un autre domaine, sur d'autres ROI, j'ai annoté les maisons. Et j'ai entraîné le modèle, mais le modèle voit la maison dans une concession. Ça fait que c'est comme si... je ne sais pas si vous suivez. Et donc, quand le modèle va vouloir détecter la classe concession, il va détecter aussi la classe bâtie. Oui, mais qu'est-ce que tu cherches à faire exactement? Enfin, c'est quoi ta question? Ma question, c'est si je veux, par exemple, privilégier une annotation dans ce cas, l'objet, je vais prendre l'objet, le grand niveau ou le petit niveau. Moi, je considérerais le petit niveau en premier parce que tu auras plus d'échantillons. En fait. Et voir déjà quelle performance tu obtiens uniquement sur tes annotations de plus bas niveau. Si ça fonctionne bien, ensuite l'agrégation pour passer à une concession, ça devrait être relativement simple. Enfin, ce sera une approche. On pourra s'en parler si tu veux.
Donc, détection de visage, oui, c'est ça. Donc, détection de visage, c'est utilisé aussi avant l'avènement du deep learning, des approches comme je viens de l'expliquer. Et là, c'est un exemple, par exemple, sur un database qui s'appelle WiderFace, avec, je pense, 400 000 images qui ont été annotées de visage. Donc, visage, avec justement, on revient sur la variabilité, l'échelle, la pose, occlusion de visage. Il y a l'expression du visage aussi qui peut déformer le visage fortement. Présence de maquillage. Illumination, donc en concert, vous avez plein de sources d'illumination. Un dataset vraiment complet. Là, ce qu'on voit, c'est les courbes qu'on appelle Precision Recall, qui permettent de voir un petit peu la performance des classificateurs. Je vais l'expliquer un peu plus tard en détail, juste pour vous dire que les approches classiques sont à peu près ici, avant deep learning. Donc, plus la courbe est poussée vers le haut et vers la droite, plus le classificateur est performant. Un classificateur parfait serait le coin ici. En fait. Et le deep learning est arrivé et ça a complètement changé. Le classique ici, le deep learning a poussé les performances complètement sur ce database-là en particulier. Et on est quasiment parfaite. On voit simplement en 5 ans le gain qui a été fait pour paraître très difficile. Donc les approches classiques pour ce problème-là ont complètement été larguées très rapidement. Encore une fois. Il y a quelques bases de données classiques dans le domaine. Donc, il y a une compétition qui avait eu lieu, je pense, entre 2009 et 2012, qui s'appelle Pascal VOC. Pascal, ça veut dire Pattern Analysis, Statistical Learning. Et c'était une des premières databases avec de l'annotation en boîte ici pour les objets et aussi du masking d'objets. Et c'était un précurseur en fait de PageNet, avec la possibilité d'évaluer la détection d'objets. Et on peut voir en particulier que c'est de voir ce qui nous intéresse. On arrivait à des précisions moyennes, ce qu'on appelle average precision, je vais l'expliquer encore plus tard. Ça plafonnait autour de 0,4 en fait. On va voir que le deep learning, ça a monté. Mais c'est une database qui est encore citée, qui est assez populaire. Il y avait quand même plusieurs dizaines de milliers d'images avec différentes classes, moins de classes qu'ImageNet, il y a pas de classes. Mais ça reste encore présent dans les publications. Une autre qui est très très utilisée, et surtout le format qui est derrière, qui est utilisé son objet, ça s'appelle Coco. Microsoft Coco, Coco ça veut dire Common Objects in Context. Et ça regroupe aussi à peu près 330 000 images, 200 000 qui sont étiquetées, donc avec les boîtes, à peu près 1,5 million d'instances, on peut voir plusieurs objets par image, 80 catégories d'objets, et c'est très utilisé dans les benchmarks, les bandes d'essai actuelles. Et ça venait avec un format d'annotation, format JSON, donc on peut trouver information sur les images, information sur la notation, la position de la boîte, etc. Et on va en fait l'utiliser demain pour les travaux pratiques. Donc c'est un format qui est très courant pour la détection d'objets. Bon, les applications notées, donc jusqu'à maintenant j'ai parlé de vision par ordinateur, mais qu'est-ce qu'on fait avec la détection d'objets en observation de la Terre? C'est les mêmes genres de tâches. Enfin, mettons, j'ai la très haute résolution, je veux trouver ici les avions, je peux faire de la segmentation sémantique. Cette partie-là, je vais classifier, je peux chercher le bon box, là on rentre dans les détections d'objets. Je trouve les voitures, les avions, je peux faire un masking en plus. Donc c'est les mêmes tâches, les données sont différentes. Donc dans la très haute résolution, moins d'1 mètre, on est capable de voir les objets, par exemple les avions ici ou les routes. C'est ce qu'on appelle parfois l'intelligence géospatiale, le GeoINT. C'est la capacité à dériver de l'information sur des activités, sur des objets d'intérêt. C'est clair que les applications militaires là-dedans, mais aussi en logistique, surveillance, etc. Mais là, la détection d'objets est vraiment
bien utilisé et très utile. En radar aussi, il y a une longue littérature sur la détection de sites ponctuels radar. C'est aussi de la détection d'objets, mais c'est plus spécialisé en des applications très militaires, mais qui existent depuis les années 80. Et c'est souvent des détecteurs de base de statistiques. Là, on modélise ce qu'on appelle le clutter, le background, on est capable de trouver des objets. Il y a toute une littérature là-dessus. À Sherbrooke, ben justement, c'est les travaux qu'entreprend Alexandre. On a des activités en recensement phonique, donc ça peut être la faune des grands mammifères africains. Je t'enverrai ça plus en détail. Ensuite, aussi la détection des cervidés, cerfs de Virginie ici, chez drone. C'est essentiellement du fine-tuning de détecteurs d'objets. Mais je dirais que le challenge, c'est que les surfaces sont énormes. Donc, il faut tuner de façon à ne pas avoir trop de fausses alarmes pour des grandes surfaces, sinon ça devient contre-productif. On a aussi le comptage de troupeaux, c'est quelque chose que Alexandre regarde précisément. Et c'est vraiment de l'adaptation de l'architecture standard de vision, avec des techniques qu'on appelle negative binding pour améliorer la performance. Ça, on va rentrer dans le détail dans la prochaine présentation là-dessus. D'autres projets menés au département, celui-là le plus ancien, je pense qu'on l'a fait en 2014-2015. On avait adapté un réseau deep learning pour trouver les voitures sur l'imagerie Pléiade à 50 cm. À l'époque, on n'avait même pas PyTorch, on utilisait CafeNet, quasiment plus utilisé. On avait entraîné sur des images de Montréal, on avait testé sur des images de Québec. Je vais voir en bleu. Donc ça, c'était un des premiers essais avec le deep learning, c'était extrêmement concluant. C'était de la détection d'objets, mais les architectures de détection d'objets que je vais présenter n'étaient même pas publiées encore. C'était le premier essai. Un autre essai qui est mené par Yacine Boroubi au département, détecter les bâtiments. Ici, on voit l'image Pléiade sur Fort McMurray, avec l'impact des incendies en 2016. On peut détecter les bâtiments qui ont été endommagés et ceux qui ont été épargnés. C'est l'exemple d'application de détection d'objets pour des situations d'urgence. Bien. Pas mal de compétitions en émergence qui prennent de l'ampleur. Donc, une qui a lieu, je pense, tous les ans, c'est XView, on est en XView 3. Des gros challenges, il y a beaucoup de données. Ici, le but, c'était de trouver vaisseaux, bateaux de pêche illégaux. Donc, on utilise une image phare et on veut qualifier est-ce que c'est un bateau, est-ce que c'est un bateau qui est en fishing ici, un bateau de pêche. C'est les petits points qu'on voit ici chez l'image Sentinel 1. Très gros jeu de données. Je pense qu'on avait 1000 cells environ. 60 000 cibles. Le jeu de données, c'était 1 terabyte. C'est de la grosse donnée. Et c'est la détection d'objets qui est utilisée ici. Sur l'imagerie SAF. Le jeu est disponible si vous voulez vous amuser. C'est donné. SpaceNet aussi, qui a lieu, je pense qu'on est rendu 7, c'est la 7e édition. Donc aussi, beaucoup de données, 67 000 km², très haute résolution, avec énormément d'adaptations. On parle d'empreintes de bâtiments, 11 millions d'empreintes, 20 000 km de route notées. Et c'est vraiment des gros jeux de données avec plusieurs tâches. Donc, je pense que cette année, c'était l'outil temporel pour le développement urbain, donc une évolution temporelle. On avait beaucoup de bâtiments. Je pense que c'est du WorldView 3 qui est utilisé. On a aussi d'autres jeux de données en dehors des challenges là, qui sont disponibles avec type de l'expansion. C'est en expansion, je dirais. Trouver dessus.
il y a de quoi faire de l'entraînement, je pense. Bon, l'architecture, il y a deux types d'architecture. Si c'est un résumé un petit peu de l'évolution. Donc, il y a la détection d'objets génériques, un petit peu comme je l'ai expliqué tout à l'heure, mais ça s'est séparé en deux philosophies, si on veut. Il y a l'approche un seul étage, puis il y a l'approche 2 étages. Donc, l'approche du haut, c'est 2 étages. Je vais expliquer la différence. Nous, on va s'intéresser à ces architectures ici, jusqu'à restauration. On n'aura pas le temps de regarder le reste, aussi des trucs intéressants comme le SSD. Deux étages ici. Donc, pourquoi un étage? Pourquoi 2 étages? La différence, c'est simplement une petite partie ici qu'on appelle le RPM. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend une image, on fait tourner un CNN. Donc, le CNN il joue le rôle d'un encodeur, il produit des cartes de futurs, des cartes de descripteurs. Dessus, on va essayer de trouver des candidats pour les objets. Donc, ça rejoint la philosophie qu'on a présentée tout à l'heure. Ça, c'est fait avec ce qu'on appelle un RPM, un Region Proposal Network. Et par la suite, donc ça, c'est le premier étage. Le deuxième étage va être de reprendre ces propositions d'objets et d'améliorer la position de la boîte avec une tâche de régulation et de classifier quel type d'objet on a ici. Premier étage est ici, deuxième étage est ici. Quand on a un seul étage, ben on n'a pas le RPM, ça fonctionne directement sur les candidats et on fait une tâche de régulation et de classification. Pas une grosse différence, c'est plus une différence historique finalement. Quoi qu'il en soit, si on regarde cette revue récente 2020, 2 étages restent très populaires. Pas trop certain de la raison pour laquelle c'est très populaire. Mais la majorité des papiers qui ont été publiés sur la détection d'objets, c'est les 2 tiers, c'est à peu près 2 étages. Je soupçonne que c'est la facilité à adapter le réseau. Alors, principe général, une image, on va générer des candidats, et on va filtrer les candidats, ça va être le rôle du RPM. Et les têtes de réseau, on a 2 tâches, on veut savoir où est la boîte, donc c'est la régulation, ça nous donne le big box, la boîte innovante, et classifier ce qu'il y a dans la boîte. Alors, un chercheur qui a beaucoup travaillé là-dessus, je vous conseille de suivre, c'est Ross Gerschick, qui travaille à Facebook. C'est lui qui a pensé toutes les architectures récentes en détection d'objets, qui est absolument très productif. La demande de citation a fait rêver tous les chercheurs. C'est Faster CNN, c'est RCNN. Coco aussi, derrière Coco, il y a Ask RCNN, il y en a d'autres. RPN, c'est lui. Enfin bon, si vous voulez suivre la détection d'objets, c'est un chercheur à suivre. Donc, comment générer des candidats? Pourquoi c'est un problème? Parce que si on prend la méthode brute force, c'est-à-dire je regarde de manière systématique, il faudrait que je regarde toutes les fenêtres glissantes dans l'image, à toutes les tailles, puis décider s'il y a un objet ou non. Ça, ce serait extrêmement coûteux. Pour une petite image de 320 par 240, admettons, on aurait à peu près 1 milliard de rectangles, sous-rectangles à explorer pour décider s'il y a une image ou pas. Donc le coût combinatoire est extrêmement élevé, donc c'est en N4, N puissance 4, en fonction d'une image de N par N. Donc l'aspect brute force est absolument ingérable, il nous faut sélectionner des bons candidats. Donc ce qu'on va faire, c'est générer beaucoup de candidats. Et en fait, c'est ça, on veut beaucoup de fausses alarmes, mais être sûr que nos objets d'intérêt sont dans les boîtes, pas manquer d'objets finalement. C'est un petit peu l'approche qui a été faite dans les le premier algorithme de détection d'objets que je vous ai montré, visait ce genre de beaucoup de candidats et ensuite sélectionner s'il y a des bons candidats ou pas. Beaucoup de candidats, c'est mieux que des milliards de candidats.
quand même, on a beaucoup moins, de plusieurs ordres de grandeur, moins de fenêtres que l'approche. Et en fait, les méthodes par vision que j'ai montrées, la méthode Selective Search fait exactement ça. On cherche des candidats, puis ensuite on filtre si les candidats sont des objets ou pas. Et les approches par CNN que je vais présenter vont reprendre un petit peu cette philosophie. Alors, le rôle du deep learning ici, c'est le rôle d'encodeur. Donc, je reviens sur l'architecture fonctionnelle. On a un backbone. Le backbone génère des cartes de features de plus en plus petits pour arriver à ce qu'on appelle un embedding, c'est une signature finale. Ensuite, on a une tête de réseau qui fait la classification. Chaque couche, c'est des couches convolutionnelles avec une fonction d'activation, ici un relais, et éventuellement un max pooling qui va réduire la taille des cartes. Et le classificateur, ça peut être simplement un perceptron MLP. Donc le rôle finalement du backbone, c'est d'encoder. Ce que ça veut dire, c'est que une image avec toute sa richesse spatiale, au fur et à mesure de la profondeur du réseau, va arriver à un vecteur, une signature, un BS, qui a complètement perdu l'information spatiale à cause des convolutions successives, et dont le contenu sémantique augmente. On va être capable de prendre des décisions avec ce vecteur. C'est le principe de l'encodage. Tête de réseau, c'est simplement l'application finale. On peut simplement reprendre l'encodage et le réutiliser pour une autre tâche. Donc c'est important de comprendre ce principe d'encodage. Et c'est ce qui est utilisé dans la première version de vecteur d'objet qu'on appelle RCNN. Donc c'est aussi Leadership qui l'a proposé en 2014. C'est exactement ça. On va sélectionner des régions d'intérêt. Donc la sélection des régions d'intérêt, ça va être la technique que je vous ai montrée tout à l'heure à base de science, vision par ordinateur. Décide où est-ce qu'il y a de l'objectness dans l'image. Ces régions d'intérêt, on va ensuite utiliser l'encodage, un réseau à convolution, pour former une signature pour chacune de ces régions d'intérêt. Et ensuite, on fait une régression pour avoir la boîte et on applique un SVM pour classifier l'intérieur des boîtes. Donc c'est finalement exactement le même principe que ce que j'avais montré tout à l'heure. Ça, c'est-à-dire quand on formait des boîtes. Avec ces boîtes-là, on essayait de les classifier par la suite pour savoir si c'était vraiment une bonne boîte d'intérêt ou une mauvaise boîte. Et ce qui est repris dans la RCNN, c'est ça. Cette étape-là, ici, c'est remplacé par l'encodage est remplacé par un réseau de neurones. L'idée de chiffre en premier, c'est d'étendre un petit peu arriver au RCNN. C'est la première version, donc ça date de 2014. Tout de suite, deuxième amélioration 2015, on arrive sur le Fast RCNN. Alors le problème du RCNN, c'est que pour chaque boîte, on refait tourner l'encodeur réseau à convolution. Donc, si on a N boîtes, on refait un encodage. L'idée, c'est de faire l'encodage au global sur l'image au complet, et ensuite de prendre la portion des cartes de caractéristiques pour faire la classification. C'est ça qui est fait ici. On fait l'extraction des cartes de caractéristiques globalement, et ensuite on va prendre donc on a une carte de caractéristiques, on va prendre les portions qui nous intéressent, et on va faire une classification, toujours SVM, je pense, dans cette version-là. Non, c'est remplacé ici par un softmax. En fait. On injecte des réseaux de neurones à la place du SVM. En fait, on les connecter ici. Donc, on va faire la classification et la régression sur la position de l'objet. Il y a deux innovations. L'avantage, c'est qu'on fait la création de caractéristiques et fait en une seule passe. Et on a un gain à peu près de 146 fois en vitesse, ce qui est quand même majeur. Et on commence, on laisse tomber le SVM et on met la convolution ici. Donc c'est un peu l'idée Fast CNN. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Pour une autre amélioration, ça c'est encore chic, c'est que ce qu'il propose, lui, c'est d'utiliser une pyramide caractéristique, c'est-à-dire que parce que les objets sont multi-résolution. On ne sait pas exactement l'échelle de l'objet, l'idée c'est de faire varier la résolution, calculer l'écart de caractéristiques et faire une prédiction de l'objet. Ça, on part toujours du premier étage. On pourrait aussi faire une hiérarchie pyramidale. Ça optimise en fait le calcul de features. Chaque étage fait une prédiction. L'approche CNN est plus similaire à ça, c'est-à-dire qu'on fait un encodeur. Donc l'encodeur va avoir une paire de résolution, va avoir des paires de features sur différents étages, et on fait une prédiction finale. Puis ce qu'il propose, c'est de combiner les cartes de caractéristiques à différentes échelles, ici, pour avoir une espèce de carte finale, mais qui tient compte de toutes les échelles, et faire une prédiction à chaque fois, dans ce qu'ils appellent le FPN. Ça a amélioré de beaucoup la performance aussi. Ça a amené au Faster CNN. Le Faster CNN, on repart du Fast CNN, mais du coup, on a l'introduction d'un RPN. Le RPN arrive au niveau du future map. Première étape, l'encodage. Comme j'ai expliqué, le CNN encode, on arrive à une carte de features. Le RPN, ce qu'il va faire, c'est décider où sont les zones où il y a de l'objectness, où sont les zones où se trouvent les boîtes. On va calculer les boîtes par rapport à la position des objets. Tout ça a été fait avant, un petit peu dans l'algorithme de Selective Search, mais tout est remplacé ici par un raisonnement. Ensuite, on a des propositions d'objets. Les features pour ces propositions d'objets sont récupérées, donc on utilise toujours la collection de features qui est ici. Et on va faire ce qu'on appelle un heroin pooling. On va rassembler toutes les signatures de chacune des boîtes candidates. Et on va décider, au final, qu'est-ce qu'il y a dans les boîtes, comment on va préciser la position des boîtes. C'est beaucoup d'optimisation. Si vous rentrez dans le code, c'est vraiment compliqué le code. Il y a beaucoup de passes d'optimisation, de réutilisation d'informations. Je l'explique à haut niveau, mais si vous regardez le code, c'est assez costaud. Donc, c'est l'architecture qu'on va utiliser, c'est l'architecture principale qu'on va utiliser dans les ateliers, finalement, qui est très populaire, qui est assez facile à utiliser. Donc, le RPN, c'est ça, c'est qu'on réutilise des positions. Donc, on a une carte de features qui est produite. On va utiliser le concept qu'on appelle de encore map, encore. Donc, les encores, ça consiste, pour chacune des positions en feature map, de regarder différentes tailles de boîtes autour d'un point central, avec différentes tailles et différents, ce qu'on appelle aspect ratio, c'est-à-dire différentes proportions entre hauteur et largeur. Donc, on en regarde à peu près 9 configurations par point. Donc, ça permet de générer les candidats très rapidement, puis ensuite de décider s'il y a un objet ou pas. Chaque position dans ce qui est produit par le réseau en convolution, dans chaque carte de features, il ne faut pas oublier que quand on encode, on perd en résolution. Comme je l'ai expliqué, on réduit la taille de l'image, souvent par un facteur 8 ou 16, vraiment dépendant du. Chacun des points fait varier la taille, puis on fait varier l'aspect ratio. Ça nous donne 9 candidats. On remap sur la carte de features, on est aussi capable de remapper sur l'image d'origine. Donc, s'il y a une perte de résolution, ben, finalement, chaque point du feature map, ça va être un déplacement dans l'image d'origine plus ou moins grand. Ici, on a un déplacement de 16, ici, un déplacement de 8. Donc, mes encore map que je définis ici, encore, je peux les remapper sur l'image d'origine. Position qui existe dans l'image d'origine. Mais j'ai encore dans un feature map. Juste pour vous dire que c'est beaucoup de passe-passe et de tricks et d'optimisation comme ça pour accélérer les traitements, décider très vite s'il y a un objet ou pas perdre de temps sur des zones qui n'ont pas d'objet, générer des bons candidats. Donc le RPN, à partir de ces encores, donc c'est des propositions d'objets, va être entraîné, c'est un réseau de neurones avec une loss un peu particulière qui mélange la classification d'objets, perte sur la classe et une fonction de perte sur la position d'objet.
en comparant avec les labels, les étiquettes de la vérité terrain, les positions de la vérité terrain. Tout ce qu'on veut faire avec ce classificateur, c'est décider quelle boîte est intéressante ici, les objets. Donc, c'est entraîné comme un réseau de neurones. En fait, il y a 4 étapes. J'ai oublié de mettre la 4e devant. Mais en fait, on entraîne le RPN en premier, donc on encode. On entraîne le RPN en premier, ça nous génère des propositions d'objets, des candidats d'objets. Ensuite, on fait un fine-tuning en même temps du. Ensuite, on fait la deuxième partie du réseau, qui est la partie qui va décider si on a la classification finale à partir de proposals, c'est-à-dire les classes et les positions d'objets. Ça, c'est la deuxième étape du réseau. Troisième, on revient, on freeze celui-là, on le fixe. On fait une quatrième, on va prendre tout. Je lance ça. C'est pas super trivial, c'est pas très simple à entraîner. Ça, c'est l'entraînement si on repart de zéro. Si on fait du fine-tuning, on peut faire moins de passes. On peut directement travailler sur le fine-tuning, portion de backbone. RPN, on ne serait même pas obligé de fine-tuner. On peut fine-tuner sur une portion ici des classes d'objets. Donc, ce n'est pas super trivial. Alors, une variante qu'on va regarder aujourd'hui, je pense, c'est demain. Je pense qu'il va parler de Libra. Demain. Libra, c'est encore une amélioration du faster CNN, c'est-à-dire qu'on veut générer des meilleurs candidats. Les candidats sont assez aléatoires en disposition. Donc ça, c'est ce que génère le RPN. Ce qu'on voudrait, c'est avoir des boîtes, pas trop dans le background, mais qui sont proches de l'objet, un peu proches de l'objet. Il y a des meilleurs négatifs, en fait. On veut qu'on ait plus de difficultés à classifier pour améliorer le classificateur. Et la deuxième amélioration, mais je ne vais pas rentrer en détail, c'est d'améliorer la pyramide, la fameuse FPN, pour avoir une meilleure carte de taille. Aussi une modification tenir compte des débranchements de données. Donc c'est assez mineur par rapport au faster CNN, mais ça donne d'assez bons résultats. Ouais, donc améliorer le FPN, en fait, c'est d'intégrer, de mieux intégrer toutes les résolutions. Donc, comme on disait, le réseau encode à différentes résolutions. C'est différents étages dans le backbone. Ça nous donne l'information à différentes échelles et on cherche à les intégrer pour avoir une seule carte avant l'amélioration. C'est simplement une technique pour mieux fusionner finalement les cartes de caractéristiques de différents étages. Et ça permet de générer des propositions d'objets plus discriminants. Je ne rentre pas dans le détail, c'est assez technique. Comme je le disais, on cherche à améliorer on veut des bons candidats, ce qu'on appelle des harm negatives, c'est-à-dire qui sont proches de l'objet, qui peuvent être. On peut les confondre facilement pour l'objet. Ça permet d'améliorer la portion de l'amélioration qui est proposée. Je ne pense pas que je dois regarder ça. Amélioration sur le. Il y a plein d'autres architectures. Là, on a regardé ça. Faster CNN, Faster. Il y a YOLO aussi qui est très intéressant, qui est une architecture à un étage. Les architectures en bleu sont à un étage, celles en vert sont en deux étages. Donc, on voit que les architectures à 2 étages sont un petit peu meilleures sur les étages. Sur les étages, les étages. Mais vous voyez qu'après, Faster CNN, classe CNN, il y a d'autres améliorations, ça évolue à chaque année. Je dirais même à chaque mois, on a une nouvelle technique qui sort. Si vous voulez suivre l'état de l'art, je vous conseille Papers with Code. Vous pouvez suivre par benchmark, mettons Coco, l'état de l'art, comment évolue l'état de l'art. Je peux aller sur le site. C'est vraiment très très bien pour décider s'il y a une amélioration qui est intéressante. Donc, ce que ça fait, c'est que ça suit sur Coco, par exemple ici. En fonction des années, vous avez en Faster CNN ici, vous avez des métriques. Vous pouvez changer les métriques d'ailleurs ici.
Et ça vous dit, bah, ça vaut la peine de regarder le méthode. Vous voyez que ça a pas mal augmenté au début, ça commence plutôt à faire un plateau, mais il y a toujours du progrès. Donc on voit YOLO partout. Et le site, ce qui est intéressant, c'est qu'il vous donne les papiers en même temps. Si vous descendez, vous avez celui qui est enseigné, qu'est-ce qu'il fait comme métrique, c'est quoi l'article, est-ce qu'il y a une code GitHub, vous êtes capable d'aller directement, c'est pour ça que le site s'appelle Papers with Code, c'est que si je suis intéressé par cette méthode, j'ai le PDF, l'abstract, puis je peux savoir c'est quoi les implémentations, la ligne officielle du clone. Ça vous permet de suivre l'état de l'art, savoir si c'est intéressant ou pas, si c'est intéressant d'aller voir le code. Puis ce site-là suit toutes les tâches là, de machine learning. Donc il n'y a pas juste la détection, mais je pense que j'avais présenté maintenant. Toutes les tâches ML, la méthodologie aussi. Je parlais de computation transfert. Je vous conseille fortement de suivre. Donc, les implémentations. Là, je vais parler d'une implémentation qu'on va regarder demain, une librairie qui s'appelle ML Detection. L'avantage de la librairie, c'est qu'elle rassemble pas mal tous les tas de l'art récents. Alors, c'est une philosophie basée sur des fichiers de configuration. Donc, c'est ce qu'on appelle la configuration déclarative, un peu théorique. En fait, vous avez deux façons de faire. Vous avez l'approche bas niveau, vous travaillez avec le code PyTorch, vous faites toutes les... Vous recréez Backbone, vous recréez la boucle de classification. Les approches automatiques, ce qu'on appelle AutoML, c'est tout simplement vous spécifiez le jeu de données, vous spécifiez ce que vous voulez, puis ça vous sort un modèle. Mais vous ne touchez pas à l'architecture, vous n'avez aucun... C'est quasiment automatique. Et entre les deux, c'est ce qu'on appelle déclaratif, c'est qu'on spécifie avec des fichiers de configuration l'architecture, la loss, tous les paramètres, le jeu de données. On ne touche pas au code, mais on fait un fichier de configuration, ce qu'on appelle l'approche déclarative, contrairement à l'approche impérative. Ça, c'est un peu technique. Donc, impératif programming, c'est qu'on code toutes les lignes, on fait ce qu'on veut. Et déclaratif, c'est qu'on fait des fichiers de configuration. Donc, c'est la philosophie de ML Detection. Donc, c'est maintenu par l'Université de Hong Kong. Un design assez modulaire. Donc, comme je disais, la configuration se fait avec des fichiers YAML, format JSON. Il y a plus de 200 modèles là-dedans. C'est assez bien maintenu. Moi, j'en montrais juste une. Ça, c'est la moitié de la liste. Donc, j'ai trouvé qui vient de sortir. C'est ça l'idée, c'est que vous n'avez pas besoin de... Tout est unifié. Si vous voulez changer la méthode, vous changez le fichier de configuration, ça va fonctionner. Je pense que c'est intéressant pour accéder à beaucoup de méthodes. Donc, c'est organisé en modules. Donc, un étage, deux étages. Un étage, il y a toujours le backbone. Le backbone est toujours présent parce que c'est l'encodeur qui est l'information. Un NEC, c'est ce qui va faire le lien avec l'étage de classification. Et dans deux étages, il y a une deuxième branche qui est le RPM, en fait, qui fait la sélection des candidats. Et vous avez la factory qui, elle, va faire la tâche de régression et de classification des boîtes. Donc, vous retrouvez un petit peu l'organisation que j'ai montrée avant, mais tout est séparé dans les fichiers de configuration. Les paramètres sont simples, enfin simples, impératifs, là, mais vous partez d'un fichier de base. Tous les fichiers de configuration sont en cascade. Vous appelez les configurations de base, par exemple ici, Faster CNN, R50, FPN. Vous spécifiez vos jeux de données, Coco, vous spécifiez l'utilisateur qui veut. Vous pouvez repartir de ce fichier de base et modifier. Par exemple, je veux un backbone ResNet 101
une taille de 101 pré-entraînée. Vous avez juste à spécifier ça, ça modifie le fichier de base et vous avez un nouveau réseau. Donc, assez simple. Si vous voulez, par exemple, faire passer RCNN, vous auriez le backbone spécifié dans le fichier de configuration, avec ici le ResNet 50 par défaut. Ensuite, votre FPN est spécifié dans le NEC du réseau, avec un FPN qui est l'approche pyramidale. Et la protection des candidats avec le numéro RPN, avec les stripes, les ratios d'échelle et de ratios de boîte encore, les candidats de boîte. Enfin bref, toutes les portions sont définies du réseau dans un fichier de configuration. Donc vous ne touchez pas au code, vous spécifiez via des fichiers de configuration. C'est un petit peu philosophie. Je dirais que l'aspect négatif de ça, c'est que bon, parfois les paramètres sont un peu obscurs, pas certains de ce que ça contrôle. Parfois aller voir dans le code pour comprendre ce que ça veut dire vraiment. Donc c'est pas toujours super bien documenté. Donc Libra aussi est dans le detection. Donc vous voyez que le NEC, parce que là on modifie la pyramide, c'est une pyramide légèrement différente. Et puis on n'a pas touché au code en fait. Le sampling que je disais qui était modifié pour les candidats, c'est une autre fonction. Et on modifie le RPN. Pareil, la fonction de coût dans la tête de réseau, c'est une autre fonction. Au final, c'est dans un fichier comme ça. On repart du cluster CNM, qui est ce qu'on va modifier, mais avec les ajouts de Libra. Ça, c'est incrémental entre les architectures. On utilise les mêmes composantes. Et toute la partie entraînement aussi, la boucle d'entraînement est spécifiée par des fichiers de configuration avec l'approche par exemple. C'est des crochets et des callbacks spécifiques. Certains points d'entraînement. Je n'aurai pas le temps d'expliquer ça trop ça, mais c'est une approche très classique en Python de mettre des points de configuration en fait. Chacun de ces points-là, vous pouvez ajouter une fonction en question de mesure, en fonction de vos besoins. Et la boucle vient standard, classique d'entraînement. Bon, autre affaire compliquée, les métriques COCO. Ça, c'est la partie. C'est pas trivial. Donc, ces benchmarks-là, on donne des données, puis donne aussi comment on veut comparer les méthodes. Ça donne des métriques pour comparer les méthodes, différents points de vue sur les performances. Donc, COCO vient avec 14 métriques. Celle qui est la plus utilisée, c'est le AP en haut, qui est Average Precision. La philosophie de ces métriques-là. Donc, les métriques. Donc, comment évaluer la performance en détection d'objets? Il y a plusieurs dimensions à regarder en fait. Il y a le niveau de confiance du classificateur lui-même, c'est-à-dire que le classificateur sort un score. Bon, si c'est une probabilité, ça va entre 0 et 1. Un score. C'est le degré de confiance du classificateur. On a la qualité de la boîte, c'est-à-dire quand on donne une boîte de détection, c'est quoi la précision sur la localisation? Juste à regarder la boîte. Et bien sûr, est-ce que la boîte a été bien classifiée quand c'est des multiclasses? On a ces trois aspects qu'on essaie de mélanger en même temps. C'est pas idéal. Donc la première métrique, c'est sur la qualité de la localisation. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va intersecter la vérité terrain de la détection. On va prendre l'intersection. On va le mettre sur l'ensemble des surfaces de l'union des deux groupes. Ce qu'on appelle intersection over union, IOU. Okay. Donc à 0, il n'y a pas d'intersection. Et à 100%, on est exactement sur la boîte vérité terrain. Donc ça mesure la qualité de la boîte. Et ça nous permet de contrôler le degré de précision qu'on veut sur l'intersection de localisation des objets. Donc souvent, on va fixer un seuil minimal de qualité.
On veut au moins généralement un yo-yo de 0,5, 50% d'intersection finalement, sur la taille. C'est comme si la moitié de la surface de l'objet avait été au moins détectée. Bon, ça, c'est la théorie de la détection classique. Il y a une belle page de Wikipédia, si vous voulez faire un bon mal de tête. Mais en gros, c'est que dans ce qu'on détecte, il y a des bonnes détections, donc les faux positifs, ceux qui sont ici, de ce côté-là. Et on a ce qui a été rejeté par le classificateur qu'on appelle le négatif. Cette portion-là, c'est la portion des vraies détections, des bonnes détections. On a manqué quelques-unes, donc on a des faux négatifs, on a des vrais positifs à détecter. Puis à l'inverse, dans l'espace négatif, on a des fausses alarmes ou des faux positifs, c'est-à-dire des mauvaises boîtes, il n'y a rien dedans. C'est du background. Puis les vrais négatifs qui devraient être exclus. Donc on essaie, les métriques sont basées sur ces ratios entre vrais positifs et faux positifs. Donc il y a deux métriques principales, donc la précision, ça va être le pourcentage des bonnes détections pourcentage de toutes les détections qui sont intéressantes. Donc c'est ce qu'on appelle la précision. Donc c'est le pourcentage de ce qui est intéressant dans tout ce qu'on a détecté. Okay. Et l'autre point de vue, c'est ce qu'on appelle le recall, qui va être le pourcentage de bonnes détections par rapport à la vérité terrain. Donc si on détecte tout ce qu'il y a dans la vérité terrain, le recall de 100%. Donc le premier va être sensible à ce qu'on manque, les faux positifs. Non, excusez-moi. Il va être sensible à ce qu'on ajoute comme mauvaise détection. Si on a beaucoup de fausses alarmes, la précision va descendre. Par contre, le recall va être sensible à ce qu'on manque. Si on manque des affaires, le recall va descendre. Pour combiner les deux, on utilise souvent ce qu'on appelle le F1 score, qui est une moyenne géométrique. Donc on peut créer un graphe qu'on appelle Precision Recall, qui montre justement l'évolution, la performance globale du classificateur en fait. Ça prend cette forme-là, on a précision ici, recall, on fait varier le score, le seuil sur le score du classificateur, et ça nous donne différentes positions Precision Recall. C'est un peu technique, mais en fait c'est qu'on rend dépendant les métriques que je viens d'expliquer par rapport au seuil du classificateur ici. Ici. Caché derrière, il y a toujours le IOU, on suppose à 0,5. Vous voyez qu'il y a c'est multidimensionnel. Faire varier le score du classificateur, faire varier le IOU. La manière de se débarrasser du score du classificateur, c'est de faire varier plutôt entre 0 et 1. À ce moment-là, on obtient une courbe. Et ce qu'on va calculer dans cette courbe-là, c'est l'air sur la courbe. On va appeler average precision. Donc l'air sur la courbe. On appelle MAP, ça va être la moyenne des average precision par classe. On va faire la moyenne par classe pour avoir une performance sur l'ensemble du jeu de données. Donc vous voyez, c'est pas super facile à expliquer et à comprendre. Une question oui. Pour l'ensemble de la classe. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui avaient l'habitude d'utiliser ces systèmes-là? Si oui, quelle architecture? Qui a l'habitude de travailler? Moi, j'ai commencé, mon projet porte sur la détection de bâtis. Ça fait que j'ai commencé par le mettre dedans, mais c'est vraiment débutant. Je dirais niveau débutant. Bon, je comprends quand même à 50%. À 50%, bon, la présentation, oui, je la comprends. À 50%, 60%, mais la pratique, elle est encore débutante. Ouais, alors ça, c'est la partie un peu. J'utilise le facile. Partie un peu ingrate, là. L'application. Je vais peut-être parler un peu plus fort. YOLO, ouais, YOLO, ouais. Ouais, qui est très populaire, YOLO.
Ouais, le YOLO marche très bien pour le temps réel, utilisé en vidéo. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont l'habitude de travailler avec ces systèmes-là? Juste avec ça. Non. Disons que ça fait partie de ce qu'on appelle la théorie de la détection en général. Vous allez trouver ça dans tous les problèmes de détection, pas juste du plan. J'avais une question là. Oui, c'est bon, c'est bon. Ouais. Moi aussi, je travaille avec. Ah oui, oui, d'accord, j'ai dit. C'est la même chose de il y a quelque chose. Là, ce que je présente, ça n'a rien à voir avec le deep learning, ça pourrait être n'importe quelle technique de détection derrière. C'est simplement pour mesurer la performance. Donc, ça existait avant le deep learning. J'avais une question. Est-ce que le col est la précision? Est-ce que c'est lorsqu'on a peut-être plus de place? Est-ce que Est-ce que le col est la précision? Ouais. Lorsqu'on a plusieurs places? Ouais. Est-ce que c'est les bonnes méthodes? Oui, oui, justement. Déjà, je pense que tous les métriques sont basées sur les précisions de l'école. MIP, AP, tout est basé Ouais, sur MAP, c'est vraiment le truc synthétique ensemble. Même F1 score aussi. F1 score, oui. Moyenne harmonique. Ouais. Mais si on est dans un cas de données débalancées, on va voir qu'on aura une bonne précision pour une classe. Ouais. Et quand on va prendre le mean average precision, l'influence de... Ouais, tu prends une moyenne, ouais. C'est pour ça que parfois il faut regarder les détails en classe. Ça va venir te donner une moyenne, une précision moyenne, comme si c'était bon, alors que c'est la classe qui vient influencer cette moyenne, quoi. Alexandre a passé des semaines justement dans son programme à analyser quelles métriques je regarde, puis comment les comparer. C'est pas évident. J'avais une question aussi ouais, par rapport au threshold. Est-ce que quel conseil vous donnez par rapport au threshold de Pascal, par exemple, il fixe ça à 0,5? Est-ce qu'il peut arriver que je vais augmenter ou je vais diminuer? Qu'est-ce qui va orienter l'augmentation ou la diminution de mon... je dirais c'est que si tu es vraiment intéressé par la précision des boîtes, tu vas monter ton seuil de AUI. Tu vas monter à 0,7 en mettant 0. Et est-ce que... là, tu vas perdre des boîtes, tu vas perdre de détection. Mais sinon, 0,5 fonctionne correctement. Si par exemple l'application est de compter, on peut utiliser threshold 0.4 ou 0.3. Mais si on a besoin vraiment d'objets précis, de localisation précise d'objets. Tu montes dans un cas de détection de bâti, vous conseillez de le diminuer au-delà de la moyenne de 0,5. Si je diminue... Si l'empreinte du bâtiment, c'est ce que tu cherches, je pense que tu as mieux à monter le seuil. Bon, je cherche beaucoup plus le bâtiment et ses environs parce que dans mes annotations, j'ai tenu compte aussi de l'environnement du bâtiment pour caractériser le bâtiment. Mais si je veux augmenter aussi trop la performance, ça va diminuer la performance. C'est ça, ça dépend de ton requis finalement de précision sur la localisation. Si tu n'es pas trop intéressé par le centre de gravité, je dirais, l'objet, tu veux juste savoir qu'il est là, 0,5, même en 0,5, je pense c'est le minimum. Mais si vraiment la boîte, c'est une plus-value à avoir vraiment l'empreinte en mettant l'objet, tu montes à 0,115. C'est ça le compromis. Donc l'avantage du RICO, précision RICO, c'est qu'on a une vision globale, donc on est indépendant du seuil, du score classifieur. On a un point extrême ici, on a très haute précision, donc très peu de fausses alarmes. Il va manquer des détections, donc ça c'est quand le score est maximal. Pas de dépendance sur le score du classifieur.
Par contre, si on est très loose, puis on prend n'importe quelle détection, ben là, tous les objets détectés, mais précision, précision va diminuer, tu vas avoir beaucoup de fausses alarmes. Donc ici, on enlève la moitié des détections. Mais par contre, tu vas avoir des jouets. Ici, on mesure l'air sous la courbe. Donc, un détecteur parfait, il ferait en fait le grand ici. Et l'air serait de 1. L'air sur la courbe d'un détecteur parfait, c'est 1. Dès que ton détecteur se dégrade, ben là, ta courbe va ici à l'intérieur. Donc, c'est l'intérêt de cette métrique, l'Average Precision, on appelle ça aussi AUC. Ça donne une vue d'ensemble de la performance. Et là, tu te débarrasses du score, du seuil du score. En fait. Et l'autre caractéristique. Détection, parfois on utilise ce qu'on appelle ROC. Reception Operator Curves, qui est une façon de faire la métrique, mais qui est sensible au débalancement des données. Tu vois les deux courbes, si tu changes de balancer à débalancer, les courbes se déplacent. L'avantage dans les courbes Precision, c'est que les courbes restent les mêmes. Donc tu peux faire une moyenne sur les classes plus facilement. C'est pour ça que c'est beaucoup utilisé. Bon, ben c'est toujours, on a un petit peu oublié le IOU, enfin on venait d'en parler, mais c'est ça le IOU, on prend 0.5, tu as une certaine forme, c'est je me compte. Dès que tu vas augmenter ton seuil, ben, ta surface va diminuer. Évidemment, parce que tu es beaucoup plus exigeant sur les poussins. Donc c'est pour ça que Coco ajoute des métriques qui sont dépendantes de IOU. Différents niveaux, 0.5, 0.5. Donc il y a une richesse de métriques selon ce que tu cherches à identifier en fait. Un exemple pour ces cas de détection, donc en vert, je pense que c'est la vérité terrain, en rouge, c'est la détection. Donc on voit que on a chacune des boîtes le score de classificateur qui va varier entre 76 et 97%. 76%, c'est celui-là où on n'a pas détecté en fait. C'était en dessous du seuil de détection spécifique. On a un IOU qui est calculé. On voit que, je sais pas pourquoi il n'y a pas de boîte ici. Ici, on voit qu'on a un IOU de 74. Donc les boîtes, il y a un overlap. Ce n'est pas évident. Donc là, on fait son seuil de IOU, on accepte ou pas, donc 0.5, on le passe. En dessous de 0.5, on l'exclut. Donc la boîte J en particulier exclue. Et puis, voilà, là, on peut calculer le nombre de positifs, positifs de fausses alarmes. Ça nous permet de calculer précisément. C'est un peu ce qui est fait à différents niveaux là, de filtrage, de détection, puis de calcul métriques qui sont incrémentales. Donc on voit que il y a des fausses alarmes en particulier, la précision descend. Parce que les scores descendent, donc ce n'est pas des bonnes détections. Et c'est ça, le RICO, lui, parce que je pense qu'on a pas de 10. En tout cas, c'est un peu ça l'idée. À partir de ça, ça nous fait une courbe de précision RICO. Donc, c'est un peu l'idée. Alors, le problème dans la littérature, c'est que tout le monde choisit un petit peu ce qui permet d'être publié. En gros, dans les 14, il y a un petit peu de... Ça va être intéressant parce que j'ai de bons résultats. Donc, quand on compare les méthodes, différentes méthodes récentes, différentes métriques qui sont utilisées. Juste sur Coco, on a choisi lesquelles qui nous intéressent. C'est un sujet de discussion dans la littérature actuellement. Si on peut abordiser un peu plus. En outils d'organisation, il y en a pas mal qui commencent à émerger. Comme on mentionnait la
Alexandre, je pense que tu vas nous faire un peu là-dessus, parce que tout. Ouais. Il y a Collabeller qui est pas mal aussi. C'est une version desktop qui est open source. Intéressant. Civat, qui est développé par Intel, je crois. 51 aussi. Je fais un petit démo très court de 51. Ça permet de visualiser les formats Coco. Donc, quand vous avez des images avec des annotations au format Coco, ça va afficher les boîtes, puis vous pouvez les filtrer, vous pouvez changer les classes. Ça marche dans les notebooks. 51, je fais un démo. Donc, c'est bien, c'est bien. C'est une bonne, c'est des bons outils qui commencent à sortir pour la détection d'objets. Bon, j'ai terminé. Je ne sais pas combien de temps j'ai pris, mais en 2h30. Là, on va passer à la partie application, mais sur détection de la faune. Je ne sais pas si on prend une petite pause peut-être là. Le temps, c'est même. Bon, 10 minutes. 14h40 ici, je pense. 14h50. On reprend à 14h50, c'est ça? J'ai rajouté quelques dias pour faire. Ah oui.